8 novembre 1944, base aérienne de Tinian dans les îles Mariannes. L'aube n'a pas encore percé la brume lourde quand les équipes au sol s'affairent autour du Boeing B-29 Super Fortress numéro 42 à 24 592. Des silhouettes s'échinent sous des projecteurs vacillants, mécanos, armuriers, pilotes en combinaison pressurisée. Le rugissement sourd des moteurs Wright R3 1350 résonne dans l'air humide comme une bête qui s'éveille. À l'intérieur de la carlingue, le capitaine Robert Bob Morgan, 29 ans, serre son casque d'oxygène contre sa tempe. Le métal est froid, la condensation gèle sur les vitres du cockpit. Autour de lui, son équipage vérifie les systèmes. Armement, carburant, instruments de vol. L'un après l'autre, les indicateurs passent au vert. L'objectif de cette nuit, Tokyo. Ce qui rend cette mission particulière, ce n'est pas seulement la cible, c'est l'altitude. Le B-29 est conçu pour voler à plus de 30 000 pieds, au-delà de la portée pratique de la majorité des intercepteurs japonais. À ces hauteurs, l'air est si mince que le moindre défaut mécanique peut devenir une condamnation. Pendant ce temps, à 2500 km de là, au quartier général de la défense aérienne japonaise, les officiers observent les cartes de vol avec une incrédulité mal dissimulée. L'idée qu'un avion aussi massif puisse atteindre une telle altitude tout en transportant des tonnes de bombes leur paraît insensée. Les Nakajima Ki-43 et Mitsubishi A6M0, fleurons de leur aviation, peinent déjà à manœuvrer efficacement au-dessus de 25 000 pieds. C'est une exagération américaine, marmonne un colonel, les bras croisés devant la table de situation. Le roulage commence lentement. Le géant de métal s'aligne sur la piste de Tinian. Les pales se déchaînent en un grondement qui fait vibrer le béton. Puis, dans une montée lente mais irrésistible, la forteresse argentée quitte le sol. L'océan Pacifique s'étire en dessous, calme et noir comme une encre figée. Dans le cockpit, l'aiguille de l'altimètre grimpe. 10 000 pieds, 20 000 pieds, puis 30 000. La pression s'écrase contre les poumons. Seuls quelques rares avions au monde peuvent évoluer ici. Tokyo dort encore. Quelques sirènes erratiques, déclenchées au hasard par des patrouilles nerveuses, hurlent au loin. Les chasseurs japonais au sol scrutent les étoiles, persuadés que les bombes tomberont, si elles tombent, de quelque chose de lent et visible. Pas de fantôme dans la stratosphère. Mais le fantôme approche. À 33 000 pieds, l'air devient sec et hostile. Le souffle se fait court malgré l'oxygène. Dans le poste de tir avant, le sergent Mitchell ajuste la lunette de visée Norden, bijou de précision que peu de gens ont vu de près. Sous lui, l'obscurité de l'océan a cédé la place à une mer de nuages. Au-dessus, le ciel est noir, d'encre pas bleu nuit, mais noir profond, comme s'il volait dans un espace sans fin. Le B-29 Newton n'a rien à voir avec les bombardiers de début de guerre. Cabine pressurisée, tourelles automatiques, télémétrie, radio sécurisée, tout. Ici, respire la puissance d'une industrie qui fabrique en masse ce que les autres peinent à imaginer. Pour les ingénieurs japonais, ce projet n'était qu'une provocation technologique. Un bombardier aussi lourd ne tiendra jamais ces altitudes. Pas avec une charge utile réelle, avait-il affirmé dans leur rapport confidentiel en 1943. Le colonel japonais Takashima, à Yokota, reçoit le premier signal radar. Faible, intermittent, trop haut. Ses opérateurs froncent les sourcils. Les chasseurs zéro en alerte sont prêts. Mais personne ne sait jusqu'où ils peuvent grimper cette nuit. Les moteurs Nakajima sont brillants à basse altitude dans la stratosphère. Ils deviennent des animaux asphyxiés. Dans le cockpit américain, Bob Morgan lève les yeux vers son copilote. Un simple hochement suffit. Les moteurs hurlent. L'avion s'incline légèrement. L'équipage se tait. Ce silence n'est pas de peur, mais de concentration brute. L'opération Meeting House a commencé. À Tokyo, quelques chiens aboient. Des patrouilles anti-aériennes fument dans le froid. Une sirène déclenche une plainte solitaire. Elle ne sera pas la dernière. Ce que les ingénieurs japonais avaient jugé impossible est déjà au-dessus de leur tête. 1h27, heure locale. Le Boeing B-29 Super Fortress fend l'air raréfié au-dessus de la baie de Tokyo, comme un navire silencieux dans une mer d'encre. Sous la soute ventrale, les portes métalliques s'écartent lentement, grinçant sous l'effet du froid mordant. Une colonne de condensation s'étire derrière la carlingue argentée. Dedans, l'équipage est figé, concentré, chaque geste pesé. On n'entend plus que le souffle des systèmes d'oxygène et le ronflement lourd des moteurs Wright Cyclone. Le sergent Mitchell, bombardier de l'équipage, a les yeux rivés sur la lunette de visée Norden. L'écran lumineux montre une ville endormie des contours vagues, des lumières éparses,
des silhouettes de quartiers qui n'imaginent pas encore l'enfer à venir. À ces hauteurs, Tokyo ressemble à une carte muette. Les bâtiments sont des carrés minuscules, les avenues, des traits pâles. Mais Mitchell sait exactement où frapper. Son doigt se pose sur le déclencheur, comme sur une corde de violon tendue. Le capitaine Robert Morgan annonce dans l'intercom « Bomb Bay Doors Open ». Une phrase froide, dépouillée, répétée 1000 fois dans des briefings. Mais cette nuit, elle porte une charge différente. La mission n'est pas simplement militaire. Elle est conçue pour briser une nation. À 33 000 pieds, les premiers cylindres brillants quittent la soute. Ils sont minuscules au moment où ils tombent, puis se multiplient. Chaque Beaving 9 transporte des tonnes de bombes incendiaires au napalm et au magnésium, conçues non pas pour exploser, mais pour brûler, consumer l'air, avaler les villes. En quelques secondes, le ciel nocturne se transforme en une pluie scintillante. Au sol, dans les faubourgs de Shitamashi, des veilleurs de nuit lèvent la tête. Aucun moteur audible, pas de grondement lourd, rien. Juste une pluie silencieuse, presque belle, puis viennent les premiers impacts. À 1h45, la première vague explose en gerbes de feu. Le magnésium enflamme les toits en bois et les murs en papier des maisons japonaises. Ce sont des quartiers entiers, densément peuplés, qui s'embrasent en quelques minutes. Les incendies isolés deviennent des fronts de flammes. Des vents locaux se lèvent, attisés par la chaleur, nourrissant l'incendie comme une bête vivante. Dans les couloirs de commandement japonais, les sirènes commencent à hurler. Des opérateurs paniquent. Les points rouges sur les cartes radars sont trop hauts, trop lointains. Les chasseurs zéro reçoivent l'ordre de décoller malgré tout. Plusieurs appareils parviennent à monter au-dessus de 25 000 pieds avant que leur moteur s'étouffe dans l'air glacé. Aucun n'approche réellement les bombardiers. Les pilotes sentent leurs avions vibrer, perdre en manœuvrabilité, s'enfoncer dans un ciel qui ne leur appartient plus. Sur le terrain, les brigades anti-incendie se battent à main nue. Des camions citernes dérisoires roulent sur des routes déjà rongées par la chaleur. L'eau s'évapore avant même d'atteindre les flammes. Des quartiers entiers sont coupés du reste de la ville. Le vent, désormais incontrôlable, transforme les ruelles en entonnoirs enflammés. Ceux qui tentent de fuir suffoquent dans une atmosphère saturée de cendres brûlantes. À 2h10, les bombardiers américains s'éloignent lentement, laissant derrière eux un paysage irréel. Tokyo n'est plus une capitale. Elle est devenue un gigantesque bûcher. Les flammes dessinent des cercles mouvants, comme une tempête inversée qui aspire tout ce qu'elle touche. À bord du B-29, les hommes regardent le spectacle par les hublots, des nuages de feu qui s'élèvent jusqu'à 20 000 pieds, visibles à des centaines de kilomètres. Mitchell ferme les volets de visée. Morgan garde le cap. Aucun cri de victoire, aucun sourire. Seulement cette certitude glaciale, ce que les ingénieurs japonais avaient juré impossible, est en train de se produire sous leurs yeux et rien, absolument rien, n'a pu l'arrêter. Sur le sol brûlant de Tokyo, les officiers japonais comprennent que leur ciel vient de changer de maître. 3h12, heure locale. Le B-29 amorce son virage de retour au-dessus de la baie, sa silhouette argentée tranchant sur l'horizon rougeoyant. Les ailes, encore chaudes du frottement aérien, jettent de longues ombres sur un océan qui réfléchit maintenant la lueur d'une ville en flammes. À l'intérieur, les cadrans clignotent, l'oxygène siffle comme un animal en cage, et chaque membre d'équipage est confronté à la même image mentale. Des ruelles transformées en conduits de feu, des toits arrachés, des silhouettes fuyant sans but. Le capitaine Robert Morgan reste immobile une seconde de trop, les doigts serrés autour du manche. Son regard balaie la nappe de nuages en dessous, puis glisse vers le copilote, le lieutenant James Jimmy Carter, qui a les traits tirés par la fatigue et la tension. Personne ne dit rien de ce qu'ils viennent d'accomplir. La mission a été exécutée avec la précision la plus froide, mais la précision n'épargne pas la conscience. Le radio-opérateur, le sergent Ellis, efface quelques coordonnées sur une feuille et reporte la confirmation. Bomb load livré. Objectif atteint. Aucune interception significative. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la nuit tokyoïte devient rapidement méconnaissable. Les incendies n'ont pas simplement consumé des maisons. Ils ont engendré un phénomène plus vaste, plus violent. La tempête de feu. Les colonnes montantes d'air chaud créent des courants qui aspirent l'oxygène, soulèvent des débris, arrachent des toits et pulvérisent tout sur leur passage. Là où la ville était dense quartier d'habitation fait de bois,
papier, textile, les flammes trouvent un carburant inépuisable. Les vents locaux, amplifiés par la chaleur, pivotent et s'intensifient, transformant l'incendie en cyclone incandescent. Au centre des opérations de secours, le capitaine des pompiers, Takahashi, regarde l'écran qui retranscrit les rapports de terrain. Sa voix se brise à plusieurs reprises sur les liaisons radio. Nous perdons l'accès à l'eau, les conduites ont sauté. Les zones A, B et C sont isolées. Les camions-pompes, qui avaient été mobilisés en vain, ne peuvent lutter contre une conflagration d'une telle ampleur. Les brigades de volontaires, munies d'extincteurs rudimentaires et d'outils manuels, se heurtent à un mur de chaleur qui avance plus vite qu'eux. Ils tombent, essoufflés, les poumons remplis de cendres, parfois sans secours. Dans les abris souterrains, des familles se pressent, mais la fumée filtre, suffoque et asphyxie. Les cris se mêlent au grondement lointain des structures qui s'effondrent. Au quartier général impérial, le colonel Takashima et ses officiers suivent la transmission des rapports avec un mélange d'incrédulité et de rage. Les chiffres tonnes perdues, quartiers détruits, victimes potentielles défilent sur les cartes. Ils réalisent que ce n'est pas un raid ponctuel, mais une stratégie systématique, fondée sur la supériorité technologique et la capacité industrielle ennemie. Les usines de textiles, les ateliers, les entrepôts, tout ce qui fait l'économie urbaine est en train de disparaître en un seul souffle. L'effet est double, destruction matérielle et effondrement psychologique. Les officiers savent, désormais, que les capacités de production seront amputées pour des mois, voire des années. Dans les rues, des scènes d'une humanité brisée se succèdent. Une infirmière, Aya, traîne un blessé entre deux maisons en feu, ses vêtements collés de poussière et de suie. Un marchand de quartier tente encore de sauver ses registres, des feuilles carbonisées, effritant entre ses doigts. Des enfants, égarés, agonisent sous des ciels embrasés. Les prières se mêlent aux appels à l'aide. Les petites cloches des temples ne suffisent plus à couvrir la panique. Les trains s'arrêtent, les lignes téléphoniques se rompent et la coordination civile s'effondre. Sur la mer, les hommes du Beiving 9 observent la colonne de fumée s'élever, visible à des dizaines de kilomètres. Aucun mot de triomphe ne traverse la cabine. Le télégraphe enregistre seulement le silence méditatif d'une mission accomplie et le poids d'une conséquence qu'il ne mesure pas entièrement. Le lieutenant Carter effleure son insigne, comme pour vérifier qu'il est encore réel. Le sergent Mitchell, qui a actionné les leviers de la soute, vomit dans un sac plastique, un geste humain contre la nausée morale ou physique. Les deux deviennent difficilement distinguables à cette altitude, où le monde entier semble réduit à une leçon brutale. Les jours qui suivent amplifient la portée de la nuit. Le réseau ferroviaire, élément vital de la logistique domestique, est perturbé. Les lignes de production, privées d'ouvriers et de matières premières, ralentissent à l'agonie. L'approvisionnement en carburant, en acier, en composants électriques, tout ce qui maintient une machine de guerre subit un choc en chaîne. Les petites industries qui assuraient des pièces de rechange pour la marine et l'aviation se retrouvent prises au piège de la destruction. Les commandants japonais, jusqu'alors convaincus que l'ennemi serait confronté à des interceptions ou à des pertes insoutenables, doivent admettre l'évidence. La guerre n'est plus limitée au front, elle frappe la base même de l'effort national. Politique et morale se mêlent alors. Les civils commencent à questionner la capacité du gouvernement impérial à les protéger. Les oppositions, feutrées ou inexistantes jusque-là, voient des fissures apparaître dans le récit officiel d'invincibilité. À l'étranger, les services de renseignement alliés notent déjà l'effet stratégique. Une nation forcée de consacrer ressources et hommes au sauvetage et à la reconstruction ne peut plus maintenir ses offensives. Et pourtant, dans la cabine du Beiving 9, le retour est mécanique. Les procédures de rentrée, la checklist, le contact radio, la course d'atterrissage sur Tinian, tout se déroule dans une normalité professionnelle. Mais lorsque la forteresse touche le tarmac, les visages des hommes sont fatigués de manière différente. Ils portent la conscience d'une action qui a changé le visage d'une métropole et modifié le cours de la guerre. Ils savent que leur avion, né d'efforts industriels colossaux, a démontré une nouvelle réalité stratégique que l'altitude, la portée et la capacité de destruction coordonnée peuvent infliger des blessures que les appareils traditionnels ne peuvent pas contrecarrer. La nuit s'éloigne. L'aube révèle des silhouettes d'hommes essoufflés, des visages marqués par la suie, la stupeur et parfois la culpabilité muette. Tokyo brûle encore,
et la planification américaine ajuste les volets pour la prochaine offensive. Ce qui avait paru, aux yeux des ingénieurs japonais, comme une fantaisie technologique, s'est établi comme une méthode implacable. Frapper hors de portée, frapper pour briser. Et cette méthode va remodeler des stratégies, des doctrines et, tragiquement, des vies.